À la une ce soir, l'aide européenne pour venir en aide aux îles du Nord. Bruxelles a débloqué 2 millions d'euros au titre d'aide humanitaire. L'Union européenne a annoncé que d'autres fonds pourront être débloqués pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et Marie-Luce Panchard s'indigne et dénonce une polémique stérile concernant la mauvaise anticipation, le manque d'anticipation de l'État sur la gestion de l'ouragan Irma. Dans une tribune publiée dans le quotidien France Antilles, elle évoque un manque de décence face à la souffrance des familles. Sa réaction est à venir. Et trouver les mots pour aider les plus jeunes à dépasser le traumatisme. Une cellule de crise a été ouverte à l'aéroport pour également accueillir les enfants. Vous entendrez le témoignage d'une adolescente qui était jusque-là livrée à elle-même. À l'heure où le débat sur l'installation de sinistrés dans l'archipel commence à pointer le bout de son nez sur les réseaux sociaux, nous sommes allés à la rencontre d'une famille dominicaise, le modèle d'une intégration réussie, vous le verrez. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, 2 millions d'euros. C'est le montant débloqué par la Commission européenne mardi dernier pour venir en aide aux personnes affectées par le passage de l'ouragan Irma. Cette enveloppe sera consacrée à l'aide d'urgence, notamment en matière de santé et de gestion des déchets. D'autres fonds européens, selon le commissaire Jean-Claude Juncker, pourront être débloqués par la suite pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Reportage Raphaël Isambard, Éric Dupuis. Il y avait certes peu de députés dans l'hémicycle à Strasbourg, mais l'enjeu était gros pour les territoires touchés par Irma, 2 millions d'euros exactement, la somme que pouvait débloquer en urgence le Parlement pour venir en aide rapidement aux îles ravagées. Déjà, l'Union européenne vient de débloquer au nom d'un fonds de solidarité de 2 millions d'euros pour les premières nécessités en quelque sorte. Évidemment, à Strasbourg, il n'est pas question que des îles françaises. 5 territoires rattachés à l'Union européenne sont concernés par 3 de ses États membres. La France d'abord, la Grande-Bretagne toujours, le Brexit n'étant pas signé. Et surtout les Pays-Bas, avec sa partie de Saint-Martin, elle aussi ravagée. On a énormément besoin de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, qu'on a besoin de mettre en place de communication, des réseaux. Mais aussi bien entendu que l'infrastructure est touchée, pour ne pas citer les écoles et l'hôpital, comme l'aéroport qui a été très endommagé. Reste maintenant à chiffrer et évaluer les dégâts pour débloquer une aide plus importante auprès du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Le règlement que nous avons adopté permet un cofinancement à 95% par l'Europe des infrastructures qui ont été détruites. Il faut que la France établisse dans les meilleurs délais l'évaluation des dégâts, une évaluation précise qu'elle devra adresser à la Commission européenne. Le gouvernement français vient de faire la demande d'activation de ce fonds de solidarité dont les sommes peuvent atteindre le milliard d'euros. Et justement, depuis Bruxelles, où elle se trouve actuellement pour mobiliser le Fonds de solidarité de l'Europe, Marie-Luce Panchard, maire de Basse-Terre, mais aussi conseillère régionale, a pris la plume pour dénoncer ce qu'elle qualifie de polémique stérile. Dans une tribune publiée aujourd'hui au journal France Antilles, elle dénonce un manque de décence d'une partie de la classe politique qui entretient une polémique concernant un manque d'anticipation de l'État, tandis que de nombreuses familles sont toujours dans l'attente de l'aide humanitaire. On écoute la réaction de Marie-Luce Panchard, jointe par téléphone par Isabelle Hameau. J'ai voulu exprimer en fait que peut-être qu'à des moments donnés, nous ne nous plaçons pas suffisamment du côté des citoyens. Et lorsque j'entendais tous ces commentaires, j'essayais d'imaginer la réaction des gens de Saint-Martin qui venaient de vivre un drame, qu'on parlait énormément de l'action du gouvernement, du positionnement des uns et des autres, et très peu du citoyen en tant que tel. Ce qu'il aurait été important, c'est de dire tous les jours ce qui avait été fait pour venir en aide auprès de ces populations, ce qui aurait permis de rassurer les familles qui ne pouvaient pas rentrer en contact avec un membre ou un proche, au moins s'assurer qu'effectivement l'action, les opérations étaient menées. Et de dire au quotidien qu'il y ait chaque jour un point très précis de la situation, notamment pour dire que dans le quartier d'Orléans ou à Saint-Louis, voilà comment l'action humanitaire a été déployée, combien de plaques d'eau ont été livrées, quelles sont les familles qui ont été prises en charge.
Je crois que toute la population attendait ça. On peut dire aussi que toutes les communes de la Guadeloupe s'étaient mobilisées. Les gens de Saint-Martin, quand ils entendent que les vivres vont arriver, qu'une barge va partir, ils sont rassurés plutôt que de savoir est-ce que le président de la République avait dormi à l'hôtel ou sur un camp, quelles sont effectivement les réactions des gendarmes, pourquoi un gendarme a pris un enfant dans les bras. Tout ça, c'est futile et on ne concentre pas son action sur l'essentiel pour rassurer. Et à côté de ça, on avait des débats qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Spectateurs souvent silencieux des événements, les enfants rescapés de l'ouragan Irma bénéficient désormais d'une prise en charge particulière à l'aéroport Paul Caraïbes. Une cellule de crise a récemment été mise en place afin de les aider à vaincre le traumatisme. Reportage Karen Diam. Depuis le début des rapatriements, des centaines de personnes ont quitté les îles du Nord pour rejoindre la Guadeloupe. Une affluence accrue qui a obligé les services préfectoraux à réorganiser la cellule de crise. On vient de doubler les effectifs au niveau de l'accueil. Nous étions 6 hier, nous sommes 13 aujourd'hui puisqu'on attend beaucoup plus de rotation. En descente, un peu plus de 1000 personnes qui vont se présenter à la cellule d'accueil. Donc on a anticipé et on a fait en sorte de monter en puissance pour que les gens soient pris en charge dès leur arrivée et ensuite orientés vers les cellules d'hébergement, vers la Croix-Rouge, vers le CUMP de manière très fluide. Dans cette organisation minutieuse, un espace enfant a récemment été créé. Objectif, répondre à de multiples besoins. Dans un dispositif comme le CAI, on appelle le centre d'accueil des impliqués, il y a différents espaces, dont un espace enfant. L'objectif de cet espace, c'est lorsque des parents, des familles arrivent, on puisse soulager les parents pour qu'elles puissent continuer à faire leurs démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient effectivement sur l'après, leur rapatriement. Donc nous avons mis en place cet espace qui a été, on va dire, avec un partenariat avec des associations locales. Donc elles se sont montées en collectif et là elles mettent à disposition aussi bien un espace vêtements qu'un espace jouet pour que les enfants puissent un peu se libérer l'esprit, penser à autre chose et que les parents puissent être soulagés. D'autres qui ont voyagé seuls, sans parents, sont également pris en charge par d'autres services. Élise, 16 ans, fait partie de ces enfants qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils m'ont donné un billet avec un numéro, le fait est que les numéros apparemment ne servaient à rien. Et au fur et à mesure du temps, à force de gueuler, à force de m'énerver, j'ai pu partir. J'attends de pouvoir partir en France le plus vite possible parce que j'ai mon baccalauréat à passer, en baccalauréat filière scientifique. Et j'attends de pouvoir rejoindre ma famille en France qui va me prendre en charge. On n'a pas pu avoir plus d'informations parce que le personnel est aussi assez encombré. J'attends juste qu'on m'appelle. Une semaine après le passage de l'ouragan Irma, les effectifs de prise en charge ont été doublés. Reste à régler les demandes de départ vers l'Hexagone qui se multiplient chaque jour. Et eux vont devoir récupérer très vite afin de reprendre le travail. Il s'agit des enseignants de l'île de Saint-Martin. Ils font aussi l'objet d'une attention particulière dès leur arrivée en Guadeloupe. Les explications de Linda Kayarsi. Parmi tous ces rescapés d'Irma, du personnel de l'éducation nationale. Moi, c'est pour des raisons médicales. Donc, je suis passée après les enfants, les femmes, etc. Nous avons dormi sous des tentes. Voilà. Ici, on recense tout le personnel enseignant et on leur apporte un soutien psychologique, social ou encore administratif. Ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir que nos collègues sont retournés, dans quel état ils sont, quel est leur état d'esprit, ce qu'ils veulent dans l'immédiat. On sait qu'ils veulent de la tranquillité et du repos. Puis, qu'est-ce qu'ils attendent de leur tutelle, donc dans différents domaines. Et surtout, pour leur rétablissement, un peu pour leur retour à la normalité, comment ils voudraient être écoutés. Au siège du rectorat aussi, le personnel est mobilisé pour répondre aux mêmes besoins. Il y en a bien sûr qui sont choqués, mais qui sont contents, vraiment heureux de savoir qu'il y a un accueil qui a été mis en place pour eux et surtout qui retrouvent la chaleur de la Guadeloupe, de leurs collègues
et qui les aident. Donc les choses évoluent. De toute façon, le dispositif mis en place permet déjà de leur faire reprendre confiance s'ils avaient perdu confiance. Mais généralement, bon, ils arrivent à peser. À Saint-Martin, on dénombre 900 personnels de l'éducation nationale, dont 800 enseignants. J'ai demandé ma mutation à Saint-Martin parce que je voulais être là-bas, je voulais travailler pour Saint-Martin. Les choses seront plus difficiles que ce que je pensais, mais nous avons décidé, tous ceux qui restent, de retrousser nos manches et de bosser pour Saint-Martin. 290 personnels de l'éducation nationale ont été pris en charge par le rectorat dès leur arrivée en zone d'accueil de sinistrés. Et parmi les structures qui se sont lancées dans des opérations de collecte de dons, la ville de Sainte-Anne a été particulièrement active. Le Centre culturel d'action sociale pivote l'opération à récupérer un peu plus d'une demi-tonne de marchandises. Un premier camion est parti ce matin vers le hangar du département situé à Jarry et la collecte se poursuit. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Exter. La ville de Sainte-Anne, avec l'aide de toutes les associations, a lancé une grande collecte de dons à destination des îles du Nord. 300 packs d'eau et 2 tonnes de denrées ont été récoltées. Nous avons pris à bras le corps la situation et que nous avons mis en place un comité de pilotage qui est effectivement nous avons recensé l'ensemble des associations sur le terrain ainsi que l'ensemble des écoles, notamment le lycée de Sainte-Anne, le lycée de Gissac, et nous avons mis en place une grande collecte et nous avons créé ici ce qu'on appelle un bureau centralisateur où l'ensemble des dons arrivent ici et que nous allons pouvoir acheminer après sur Jarry. Pour nous, c'est une machine effectivement qui est rodée et ce qui fait que nous avons également une équipe de bénévoles qui fonctionne et que ça donne effectivement du sens à la dénomination de la ville de Sainte-Anne, Sainte-Anne, ville solidaire. Tous les moyens sont utilisés par les associations pour obtenir le maximum de dons. On a reçu pas mal de dons. On a choisi de se déplacer un petit peu sur le territoire. Donc aujourd'hui, par exemple, nous étions à Leader Price, sur le parking de Leader Price. Les gens donnent et donc on peut considérer vraiment que la collecte a été fructueuse. On a choisi 3 points sur 3 journées durant 2 heures. Et on a donné rendez-vous aux gens en fait. Et ils se sont mobilisés, donc ils ont répondu à notre appel. Des bras, il en faut. Marion est bénévole, elle souhaitait se rendre sur place, mais ne pouvant pas, elle est venue aider à la gestion et à la réception des marchandises. Alors au fur et à mesure, les gens nous apportent leurs dons. En général, on va les aider à décharger jusque leur voiture. Ensuite, on fait un tri, on met en fonction de si c'est du riz, huile, et comme ça les personnes qui vont venir après nous n'ont pas besoin d'ouvrir les cartons pour savoir ce qu'il y a dedans. Comme on sait que la population à Saint-Martin est trilingue d'ailleurs parce qu'il y a le créole aussi, donc on a écrit en anglais et en français, comme ça peut servir sur tout l'ensemble du territoire. Les denrées seront transportées vers le garage du conseil départemental avant d'être acheminées demain matin. Sinon, la collecte continue jusqu'au 23 septembre, particulièrement ce samedi, lors du carrefour des associations au gymnase de Douville. Et oui, cette chaîne de solidarité ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce samedi, une collecte géante organisée par les services de la ville de Sainte-Anne en partenariat avec le Coreca aura lieu dans le quartier de Douville. Pour nous en parler ce soir, le directeur de la vie des quartiers nous a rejoint sur ce plateau. Yann Serranton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ce samedi, une 50aine d'associations est attendue au gymnase de Douville. Nathalie Dinan vient de le dire dans ce reportage. Qu'attendent ces associations des visiteurs ? Véritablement, nous attendons de donner un cadre sécurisé à la population et à toutes les associations pour pouvoir permettre de réaliser une belle collecte ce samedi. C'est vrai que les associations, c'est un lieu de solidarité et c'est en ce sens que nous avons voulu donner au carrefour des associations cette dimension solidaire pour aider les habitants de Saint-Martin en réalisant cette collecte. Ainsi, avec le conseil départemental, le Coreca, la région, quand on donne, on sait qu'avec la ville de Sainte-Anne, ça sera véritablement donné aux habitants de Saint-Martin qui en ont redistribué à ceux qui en ont vraiment besoin. Un peu plus d'une demi-tonne de marchandises a déjà été collectée uniquement pour la ville de Sainte-Anne. C'est juste énorme. Combien de tonnes espérez-vous atteindre ce samedi ? On ne peut pas fixer d'objectif à la solidarité. On voit la population a envie de donner. La dame tout à l'heure dans le reportage disait qu'elle aurait voulu se rendre sur place. C'est vous dire à quel point les Guadeloupéens sont solidaires et les Sainte-Annais sont des gens très solidaires. Donc on ne va pas fixer d'objectif. Simplement on va dire que si vous voulez donner aujourd'hui, n'hésitez pas, rendez-vous au carrefour des associations ce samedi. Toute la journée, nous serons là pour recueillir vos dons et pour les transmettre à la population de Saint-Martin. Y a-t-il des produits à privilégier ? Évidemment, on va essayer de privilégier les produits secs.
On va penser aux nourrissons aussi, si c'est possible d'avoir des couches, de l'eau, c'est capital, l'eau c'est la vie. On va essayer d'avoir des conserves, tout ça pour faciliter le transport et aussi garantir la qualité du produit et l'acheminement. Et cette manifestation a un double objectif. Elle montre aussi que le rôle important joué par les associations qui feront également leur rentrée ce samedi. Absolument. C'est vrai qu'avec les événements que nous connaissons, qui sont habituels malheureusement sur notre territoire, il y a souvent des cyclones à la rentrée de septembre, mais nous faisons fi de ces événements et nous allons vers la rentrée des associations. L'esprit de la ville, véritablement, c'est de se dire, bon, on a fait rentrer le petit à la crèche, on a fait le moyen rentrer à l'école maternelle, élémentaire, le grand va faire la rentrée universitaire. Faisons notre rentrée associative, allons inscrire au sport, au foot, au basket, allons inscrire à la culture, ouvrir l'esprit des enfants et pourquoi pas s'engager dans une association pour œuvrer dans une œuvre humanitaire ou alors sur une volonté citoyenne de s'intégrer, d'être acteur tout simplement. Les parents et les enfants sont également conviés ce samedi pour découvrir les activités proposées par les associations. Exactement. Ce jour-là même, il y aura des démonstrations avec des associations de boxe thaïlandaise, du yoga, il y aura des démonstrations aussi de toutes les activités. Vous avez un panel gigantesque qui vous est offert toute la journée. Les acteurs sont là pour répondre à vos questions et même peut-être pour faire votre inscription à la prochaine rentrée des associations. Yann Serronton, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. À l'heure où le débat sur l'installation des sinistrés dans l'archipel, une installation durable, commence à pointer le bout de son nez sur les réseaux sociaux, nous sommes allés à la rencontre d'une famille dominicaise, le modèle d'une intégration réussie. On regarde, on écoute leurs commentaires avec Patrick Curie et Maurice Dexter. Installée depuis 1977 en Guadeloupe et d'origine dominicaise, la famille Mathieu a connu bien des obstacles, notamment celle de la barrière de la langue. Mais armés de patience et de courage, les parents ont tout entrepris pour l'éducation des enfants. Quand vient, vous savez, la langue française là, nous pas de parler français, c'est un peu en genre difficile, mais content qu'à passer, moi adapté moi. Enlever ti mon moi, yo là, en partie ça li français putain, mais yo te ka connait moi parce que là yo sorti l'école, faut monter garder cahier à yo, livre à yo, qui j'en fait trouver notre classe ça qui bitin, faut faire leçon là avant, vous comprenez, et en développement comme ça. Une intégration réussie, non sans mal. Yo ni un petit parole qu'a dit, j'en fait l'IA, c'est comme ça qu'on va coucher. Alors nous, là, Marie-Amand qui a travaillé, il déclaré, il ébéniste, charpentier, menuisier, il a fait tout. A bien aimé la Guadeloupe. Bien aimé la Guadeloupe, en parmi en rien. Si on dit, on monde peut-être qui dit c'est menti, c'est un bitin toujours qu'a dit. David est l'aîné de la fratrie de 6 enfants. Ses parents ne lui ont pas caché les causes de leur départ de la Dominique, la terre où il revenait souvent dans sa jeunesse. D'après ce que je sais, ça a toujours été des gens sérieux qui ont travaillé durement pour gagner leur vie et voilà, ça a donné le résultat que ça a donné. Aujourd'hui, bon, ils ont élevé 6 enfants quand même. Tous ont été scolarisés, ont eu un emploi et voilà, on contribue à l'avancement ou à la construction de la Guadeloupe aussi, à notre façon. Une belle preuve d'intégration pour cette famille désormais guadeloupéenne. Comme tant d'autres, elle a contribué à l'enrichissement culturel de notre pays. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les visages des lauréats du service civique de la ville du Lamentin. Et puis la Guyane se prépare à recevoir la Palm Beach Arena, une compétition internationale de beach volley. Mais avant, la Martinique. En Martinique, la colère des syndicats de l'éducation et des associations de parents d'élèves opposés à la suppression des contrats aidés monte en puissance. Plus d'une, les établissements scolaires ferment leurs portes les uns après les autres. Aujourd'hui, une vingtaine d'établissements est fermée. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Ce combat-là, c'est un combat qui sera dur à mener quand la volonté du gouvernement est de supprimer de manière catégorique tous les contrats aidés. Les mots sont durs. Étendard à la main, ils sont venus en nombre des 4 coins de l'île. Objectif, conserver les emplois mis sur la sellette par le gouvernement. Pour Gladys, parent d'élèves, il en va de la sécurité des enfants. Nous sommes à Sainte-Marie en REP+. Qui veut dire REP+, dit difficulté. Donc, si nous n'avons pas assez de contrats et de personnel pour
surveiller nos enfants, nous risquons d'avoir beaucoup de déviance. Nous, la vie scolaire, nous poursuivrons le mouvement tant qu'on aura une satisfaction. Le ton monte. Et pour cause, plus de 500 emplois sont concernés par cette mesure, rien qu'en Martinique. 160 000 en France. Alors, pas question de faire marche arrière. Il faut que nous ayons nos contrats aidés. Sans nos contrats aidés, nous ne sommes rien, tant à la vie scolaire qu'au niveau des agents. Donc il faut que les autorités s'engagent pour que la situation se débloque. Donc tant qu'il y a mobilisation, nous serons là. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation perdure. Ça fait des années que nous dénonçons cette situation et nous disons aujourd'hui qu'il est temps de mettre un terme. Une délégation d'une vingtaine d'individus composée principalement d'acteurs de l'éducation sera finalement reçue au rectorat. Une rencontre qui devrait permettre de se faire entendre au niveau national. Nous avons rencontré, en l'absence de Madame la rectrice, le secrétaire général, le directeur de cabinet et le DAZEN qui ont pris note de toutes nos revendications et qui nous ont assuré de faire remonter au ministère les informations. Mais croyez-moi que le ministère doit absolument entendre nos revendications. Le mouvement devrait encore prendre de l'ampleur avec la mobilisation des chefs d'établissement. Aujourd'hui, tous semblent parler d'une même voix. Certaines écoles, elles, pourraient rester fermées encore quelque temps. Et retour en Guadeloupe où la ville du Lamentin a accueilli ce matin les 20 lauréats du service civique qui se sont portés volontaires. Karen Diama était sur place, on regarde son reportage. Pour Noémie, aujourd'hui est un jour particulier. Elle vient de signer un contrat civique et fera partie de la police municipale pendant 8 mois. Le service civique, qui veut dire la police municipale, ça représente énormément de choses pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime aider, d'accord? J'aime encourager les jeunes. J'aime pas aussi l'injustice, d'accord? J'aime du tout pas, d'accord? Les jeunes qui se battent entre eux, d'accord? Je veux aider les jeunes, quelle que soit la personne en fait, hein. D'accord. Je veux les sécuriser aussi, d'accord. C'est un gros faible pour moi en fait. J'aime beaucoup aider les gens, écouter aussi, d'accord. Les protéger, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus d'entente entre les jeunes et franchement, ça fait un gros coup de cœur pour moi parce que j'ai été sélectionnée. Franchement, sur 10 personnes, j'ai été sélectionnée. Ça m'a fait très plaisir et franchement, j'aime beaucoup les jeunes. Une aide supplémentaire que les services de police accueillent avec optimisme. Même s'ils ne sont utilisés que 4 heures par jour, mais notamment pour les entrées et sorties des écoles. Et en plus, comme on a une cellule médiation, notamment pour tout ce qui est différents voisinages, différents familiales, on va les utiliser pour ces tâches-là avec des policiers. Ça permet en même temps de renforcer les effectifs. Pour eux, ça sera une expérience puisqu'ils pourront connaître les missions de la police municipale. Mais en même temps, on va les préparer au concours, notamment de police municipale. Comme Noémie, une vingtaine d'autres jeunes sera employée par les services municipaux. Objectif, favoriser l'insertion des jeunes lamantinois. Ils ont été retenus dans divers services, notamment la police municipale, le service de la cohésion sociale, le service de la caisse des écoles, le développement durable. Et aujourd'hui, ils ont signé leur contrat pour 8 mois chez nous, où ils vont apprendre un métier. Ils vont avoir une formation et suite à cela, ils pourront s'intégrer dans le monde professionnel. Certains peut-être auront leur chance d'être retenus à la collectivité ou dans d'autres collectivités ou l'administration d'État pourront passer les concours puisque nous allons les former à la préparation aussi des concours ou encore être demain des candidats retenus dans des entreprises privées. Dans moins d'une semaine, chacun sera affecté à un service et percevra un salaire entre 500 et 700 euros. Et demain, la Guyane accueillera la Palm Beach Arena, une compétition internationale de beach volley qui se déroulera à Cayenne. Des équipes du Suriname, mais aussi de la Martinique s'affronteront pour remporter le titre mondial. Jonathan Lariot a suivi les derniers préparatifs du tournoi. Le bord de mer de Lens-Chaton est méconnaissable. Le sol rocailleux a laissé sa place à du sable de plage, où 2 terrains de beach volleyball ont élu domicile. Dès demain, sur ces terrains vont s'affronter des équipes de beach volley pendant un tournoi international avec le Suriname en équipe invitée. Donc, il y aura donc du beach volley 2 contre 2 avec des terrains, on a essayé de mettre dans les normes internationales, donc en respectant les dimensions des aires de jeu et la profondeur au niveau sable, parce qu'il faut respecter une profondeur de sable. Pour sa 3e édition, ce tournoi précède le début du championnat de volleyball en salle.
Mais pour la Ligue de Guyane de volleyball, la pratique du beach volley a pris un tout autre tournant après que la sélection de Guyane soit passée très près de se qualifier pour les Jeux Olympiques l'an dernier. La Guyane est aujourd'hui candidate pour accueillir une étape de la Continental Cup, un championnat qui réunit les meilleures équipes du continent sud-américain. Il y a au moins 6 pays du continent sud-américain que l'on a éliminés. Et ces pays-là, ce sont des nations. On est face à des géants et pourtant ces géants-là, on les a battus et nous sommes passés devant. Cette étape qu'on veut organiser va compter au niveau FIVB. Cette compétition internationale et qui est classée comme compétition de rang mondial. Donc ça va nous permettre justement d'avoir un rang, donc pouvoir se jauger par rapport aux autres pays. Mais le tournoi n'est pas le seul centre d'intérêt de cette installation. Les 2 terrains ainsi que l'éclairage seront maintenus pour une durée de 2 mois et ouverts au public. Le plus souvent les pratiquants, en journée on bosse, on travaille. Donc les temps libres, ça serait le soir. Mais malheureusement le soir, il n'y a pas d'éclairage. Ça serait sur la plage, il y a des contraintes pour monter les terrains. Tandis que si on définit une zone sécurisée, éclairée, où les joueurs peuvent venir jouer et pratiquer librement, ça serait favorable au développement de la discipline. Et on souhaite aussi par la suite que l'espace soit pérennisé, pourquoi pas. Maintenant, c'est en discussion avec la collectivité et le patrimoine pour voir si on peut implanter sur Cayenne un site beach. Le tournoi durera 2 jours. Il commencera dès demain à 18h pour s'étaler sur toute la journée de samedi. La Guyane reste championne en titre de cet événement, mais rien n'est encore joué. Et c'est l'heure des informations pratiques. Il existe désormais une seule et unique adresse pour collecter les dons qui affluent dans les collectivités et les associations mobilisées. Elle s'affiche sur votre écran. aide-irma@guadeloupe.pref.gouv.fr. Mise en place par la préfecture, elle permettra à chaque organisme ainsi de s'identifier et de transmettre un inventaire détaillé des dons qu'il a reçus. Et enfin, Pôle emploi met en place 2 numéros pour aider d'une part les entreprises, le 3995, et les demandeurs d'emploi, le 3949, de Saint-Martin, les demandeurs d'emploi de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour faire leur démarche. Et l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain dans le parking de la gendarmerie de Petit-Pérou, situé aux Abîmes, celle des Abîmes, de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 14 septembre. Et puis, nous l'avons vu ce soir, l'aide européenne, 2 millions d'euros, a été débloquée par la Commission européenne au titre d'aide humanitaire pour aider les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces dernières seront affectées justement pour les dépenses liées à la gestion des déchets notamment. Et puis, Marie-Louise Panchard s'est indignée et elle dénonce une polémique stérile faite à l'encontre du gouvernement concernant la gestion de l'ouragan Irma. Dans une tribune publiée dans le quotidien France Antilles, elle évoque un manque de décence de la part d'une partie de la classe politique face à la souffrance des familles. Et puis trouver les mots pour aider les plus jeunes à dépasser le traumatisme. Une cellule de crise a été ouverte à l'aéroport Paul Caraïbe pour également accueillir les enfants, un encadrement spécifique pour ce public. Et puis nous, à l'heure où le débat sur l'installation des sinistrés dans l'archipel commence à pointer le bout de son nez sur les réseaux sociaux, nous sommes allés à la rencontre d'une famille dominicaise pleinement épanouie et heureuse de vivre en Guadeloupe, le modèle d'une intégration réussie. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.